L'histoire de Westeros se divise en deux ères, ce qui est venu avant les dragons et ce qui a survécu après eux. Pendant des millénaires, 6 rois et une princesse se sont partagés ce continent, bâtissant des murs de pierre toujours plus hauts pour se protéger de leurs voisins. Ils pensaient que le pouvoir était une question de lignée et de forteresse, ignorant que de l'autre côté du détroit, sur un rocher volcanique nommé Père Dragon, 3 individus s'apprêtaient à rendre leur château obsolète. Issus des 40 familles qui composaient l'oligarchie de l'Empire valyrien, les Targaryens n'étaient pas de simples seigneurs en exil. Ils étaient les derniers détenteurs de la puissance des dragons, les héritiers d'une hégémonie qui avait déjà réduit l'ancien monde en cendres. Mais la conquête ne fut pas l'œuvre d'un seul monarque, elle fut celle d'une trinité indissociable. À sa tête, Visenya, elle était le givre et l'acier valyrien. Une guerrière austère qui portait la magie de sang dans ses veines et l'épée noirceur à sa ceinture. Sur le dos de Vhagar, elle ne cherchait pas l'allégeance mais la soumission par la peur. À ses côtés, Rhaenys, elle était la flamme et la grâce. Là où ses aînés apportaient la terreur, elle apportait l'illusion. Elle parcourait les cieux sur Meraxes, prouvant que la lignée des seigneurs dragons pouvait être aussi séduisante qu'elle était mortelle. Et au centre, Aegon, l'énigme. Une volonté froide qui ne parlait qu'à ses sœurs et à ses monstres. Un architecte du pouvoir qui voyait déjà, dans les ruines du vieux monde, les fondations d'un empire nouveau. Cette série de vidéos n'a pas pour but de glorifier les légendes chantées par les bardes, mais d'autopsier la déchéance des Targaryens. Nous allons analyser l'ascension, la gestion du pouvoir et l'inévitable décomposition d'une lignée qui s'est crue plus proche des dieux que des hommes. Mais avant que le sang ne coule sur les rivages de Westeros, il nous faut comprendre l'ombre qui le surplombait. Car l'invasion n'a pas commencé par un cri de guerre, mais par un siècle de silence sur un rocher oublié. Avant d'être le siège d'une dynastie, Père Dragon n'était qu'une excroissance de pierre noire perdue dans les brumes du détroit. Pour les seigneurs de Westeros, ce n'était qu'un rocher stérile. Pour les Targaryens, c'était un sanctuaire. 12 ans avant que le feu ne dévore Valyria, Daenys la rêveuse avait vu la fin du monde. Son père, Aenar, l'avait cru, emportant avec lui ses richesses et ses bêtes vers cet avant-poste désolé. Pendant un siècle, la maison Targaryen a attendu. Un siècle à contempler les 6 royaumes et la principauté depuis leur terrasse de pierre dragonnée, pendant que le reste de leur peuple se liquéfiait dans les flammes du fléau. Aegon, Visenya et Rhaenys sont les enfants de cet exil. Ils n'ont pas grandi dans l'éclat des palais de marbre de l'hégémonie, mais dans l'ombre d'une forteresse bâtie par la sorcellerie valyrienne, entourée par le cri des dragons et le ressac de la mer. Ils n'étaient pas des rois, mais ils possédaient une arme que le monde avait oubliée, les dragons. Pendant que les Durandons, les Lannister et les jardiniers s'épuisaient dans des guerres de frontières stériles, le triumvirat étudiait ses proies. Aegon fit sculpter la table peinte, une carte immense de Westeros où aucune frontière n'était tracée. Pour lui, le continent n'était pas un assemblage de nations, mais une seule entité qu'il restait à capturer. L'élément déclencheur fut l'arrogance d'un voisin trop gourmand. Arène le Noir, le roi des îles et du Conflant, achevait la construction d'Arryn Hall, une forteresse monstrueuse censée dominer tout le centre de Westeros. Arryn pensait que la pierre pouvait tout arrêter. Quand Argilac l'Arrogant, le dernier roi de l'orage, proposa une alliance à Aegon pour contrer Arryn, il ne se doutait pas qu'il s'adressait à un prédateur bien plus dangereux. Pour sceller ce pacte, Argilac offrit la main de sa fille. La réponse d'Aegon fut une insulte diplomatique. Il refusa la princesse, mais proposa que celle-ci soit mariée à son champion et plus proche confident, Orys Baratheon. On murmurait à voix basse dans les couloirs de Père Dragon qu'Orys était le frère bâtard d'Aegon, né d'une liaison interdite de leur père. S'il n'avait pas les cheveux argent des seigneurs dragons, il en avait la fureur. Argilac, outré que l'on propose de donner sa lignée à un bâtard, fit trancher les mains de l'envoyé d'Aegon et les lui renvoya dans un coffre. C'est ce coffre sanglant qui mit fin à un siècle de patience. Aegon ne demandait plus d'alliance. Accompagné d'Orys, son bras armé, et de ses sœurs, ses ailes de feu, il exigea désormais la soumission. À ce moment précis, les corbeaux s'envolèrent de Père Dragon. Un seul message pour 6 rois. Il n'y aura désormais qu'un seul roi dans Westeros. Ceux qui plieront le genou conserveront leur terre et leur titre. Ceux qui prendront les armes seront jetés à terre et détruits. Le trio ne partait pas en guerre. Avec Orys à leur côté, ils partaient à la récolte. L'invasion ne commença ni sous des bannières colorées, ni dans le fracas du fer. Lorsque les navires de Père Dragon jetèrent l'ancre à l'embouchure de la Nera, les voiles étaient encore sombres, dépourvues du blason qui allait bientôt hanter le continent. Pour les pêcheurs locaux, ce n'était qu'une flotte étrangère de plus venant s'échouer sur leurs côtes. Aegon délaissa les grandes cités pour poser le pied sur une colline sauvage. Un monticule de terre et de pins surplombant la baie, là où personne n'avait osé bâtir auparavant. Accompagné de moins de 3000 hommes, il fit ériger un fortin de bois et de terre. Ce campement de fortune, baptisé Fort d'Aegon, représentait déjà le cœur battant d'un nouveau royaume. C'est dans l'odeur du pain et du sel que le trio opéra sa transformation. Pour régner sur Westeros, Aegon comprit qu'il devait en adopter les codes. C'est à cet instant précis, sur cette colline déserte, que le symbole fut forgé. Un dragon rouge à 3 têtes sur fond noir, représentant Aegon et ses 2 sœurs. Le couronnement fut un acte de naissance politique. Visenya déposa sur le front de son frère un cercle d'acier valyrien serti de rubis, tandis que Rhaenys le proclamait Aegon, premier du nom, roi de tout Westeros. Pour la première fois, le blason du dragon volait au vent. Les 6 rois d'alors durent rire en apprenant la nouvelle.
un roi sans palais, sacré sur une colline sauvage, sous un drapeau qu'il ne connaissait pas. Mais les rires s'éteignèrent dès le premier sang versé. Les seigneurs des environs, Rosby et Stockworth, tentèrent de tester la résolution des nouveaux venus. Ils ne virent pas d'armée, mais les nuages s'embrasaient. Visenya sur Vagar et Rhaenys sur Meraxes privèrent leurs adversaires de tout choix tactique. Les forteresses tombèrent avant même que le premier bélier ne s'approche des portes. Durant ces premières semaines, Aegon formalisa l'organisation qu'il avait mûrie dans le secret de l'exil. Il désigna Orys Baratheon comme sa main gauche, son bouclier et son champion. Orys ne chevauchait pas de dragon et ignorait tout de la sorcellerie de Valyria. Mais il devenait l'homme du sol. Il marcherait dans la boue pour cimenter par le fer ce que le trio purifiait par le feu. Désormais, leur regard se détournait de la mer pour s'enfoncer dans les terres. La Warren le Noir se croyait protégée par les plus hauts murs jamais érigés par l'homme. L'heure n'était plus à la diplomatie. Pour Aegon et ses sœurs, les dirigeants westerosi n'étaient pas des rivaux, mais des obstacles à une unification nécessaire. Le premier à apprendre cette leçon fut le tristement célèbre Arryn le Noir. Sa forteresse, Harrenhal, était le symbole d'une arrogance sans limite. Arryn pensait que ses murs étaient si épais et si hauts que même le feu des dragons ne pourrait les entamer. Lorsque le roi noir refusa de se rendre, Aegon lui fit une promesse simple. À la tombée de la nuit, sa lignée s'éteindrait. Arryn se retira en ricanant derrière ses remparts, confiant dans la pierre. Il ignorait alors que le feu de Balerion ne se contentait pas de brûler, il liquéfiait. Aegon ne chargea pas les portes. Il s'éleva dans les cieux avant de fondre sur les tours massives. Harrenhal devint un four géant. La pierre craqua, vira au rouge, puis coula comme du plomb. Arryn et ses fils furent cuits vivants dans leur propre salle. Comme promis, la maison chenue disparut de l'histoire en une seule nuit, laissant derrière elle une carcasse calcinée qui continue de fumer des siècles plus tard. Avec sa mort, les îles de fer et le Conflant étaient désormais soumis aux conquérants. Pendant qu'Aegon s'occupait du centre du continent, Orys Baratheon, sa main, marchait vers le sud. Guidé par les rapports de Rhaenys qui survolaient les troupes ennemies, il affronta Argilac l'Arrogant sous une tempête furieuse lors de la bataille du dernier orage. Orys ne tua pas le roi depuis les airs, il l'affronta au sol, dans la boue et sous la foudre. Bien que blessé par le vieux roi de l'orage, Orys finit par trancher le destin d'Argilac. Mais la victoire ne fut pas complète avant qu'Orys ne marche sur Accalmie. À l'abri derrière les murs millénaires de la forteresse, la fille du roi, Argela Durandon, se déclara reine et jura de mourir plutôt que de céder. Elle fut trahie par ses propres hommes. Effrayée par le sort d'Harrenhal, ses vassaux ouvrirent les portes et livrèrent la princesse à Orys, nue et enchaînée. C'est ici qu'Orys Baratheon prouva qu'il était plus qu'un exécuteur. Devant cette femme humiliée, il fit preuve d'une courtoisie inattendue. Il la libéra de ses chaînes, la couvrit de son propre manteau et prit pour lui les mots et le blason de sa maison. En épousant Argela, Orys ne se contentait pas de conquérir les terres de l'orage, il en devenait le nouveau gardien. La maison Durandon s'était brisée, mais son sang coulait désormais dans les veines de la nouvelle maison de Baratheon, et ainsi les terres de l'orage appartenaient désormais à Aegon. Au sud, Rhaenys s'élança vers Dorne, mais elle n'y trouva que du sable et du silence. Les châteaux étaient vides de leurs hommes. À Lancé et Lyon, elle fit face à la princesse Merya Martell, une vieille femme aveugle qu'aucun dragon n'effrayait. Merya refusa de combattre mais jura de ne jamais se rendre. Quand Rhaenys menaça de revenir avec le sang et le feu, le crapaud jaune répliqua par les mots qui allaient briser l'élan valyrien. Insoumise, invaincue, intacte. Dorne restait un mystère, une terre que le feu ne semblait pas pouvoir saisir. Le regard du triumvirat se tourna ensuite vers l'est. Le Val d'Arryn se croyait invulnérable derrière ses montagnes et sa porte de sang. La reine régente, Shara Arryn, pensait que le relief briserait l'invasion. Mais Visenya n'avait que faire des cols. Elle survola les défenses sur le dos de Vagar et se posa directement dans la cour intérieure des Airiers. Elle ne versa pas une goutte de sang, s'installant simplement avec le jeune roi Ronel sur ses genoux. La reine, comprenant que ses murs étaient devenus des cages, fut la première des 3 rois à rendre sa couronne. Le Val, joyau inexpugnable du couchant, était conquis sans qu'un seul cri ne soit poussé. C'est alors que le Bif et le Roc comprirent l'urgence. Pour la première fois, 2 rois unirent leurs forces, Merne Neuf Jardinier et Lorraine Lannister. Ils assemblèrent le Point de Fer, une armée gigantesque de 50 000 hommes. Face à eux, Aegon ne disposait que d'un 5e de ses troupes, en grande partie des riverains, à la loyauté incertaine. À Pierre-Moutier, Aegon retrouva ses 2 sœurs. Les 3 dragons étaient pour la première fois réunis. Sur le champ de feu, profitant d'une sécheresse de 2 semaines, le triumvirat libéra ses bêtes simultanément. Ils n'attaquèrent pas les soldats mais le blé mûr, et le vent fit le reste. Enfermés dans un cercle de feu, les chevaux s'emballèrent, la fumée aveugla les seigneurs, et 4000 hommes furent réduits en cendres. Le roi Merne et toute sa descendance périrent dans le brasier, éteignant la maison au jardinier pour toujours. Lorraine Lannister, capturé le lendemain, fut le 2e des 3 rois à plier le genou. Le Bif et l'Ouest n'existaient plus en tant que puissance souveraine, ils n'étaient plus que des provinces du dragon. Le message était limpide. Face à Aegon, Visenya et Rhaenys,
Les murs fondent, les montagnes s'effacent, et les lignes millénaires ne sont que de la cendre. Alors que les cendres du champ de feu n'avaient pas encore fini de refroidir, une ombre immense commença à descendre du nord. Torrhen Stark, le roi de l'hiver, avait franchi la Neck avec 30 000 guerriers. Contrairement au roi du sud, Torrhen n'était pas venu pour la gloire, mais pour la survie de sa lignée. Mais face à lui, sur les berges de la Nera, Aegon l'attendait avec une force 2 fois moins nombreuse, persuadé de sa victoire future. Pendant une nuit entière, les feux de camp des deux hostes se firent face. Torrhen Stark regardait les 3 dragons survoler la rivière, les mêmes bêtes qui avaient liquéfié Harrenhal et transformé le bif en charnier. Son frère bâtard, Brandon Snow, lui proposa alors l'impensable: s'infiltrer dans le camp ennemi sous le couvert de l'obscurité pour tenter d'assassiner les bêtes dans leur sommeil. C'était l'idée du désespoir, le dernier recours d'un peuple qui refuse de brûler. Mais le roi de l'hiver sut prendre la bonne décision pour épargner au monde plus de sang et de feu. Au matin, le roi du Nord franchit le pont, non pas pour combattre, mais pour déposer sa couronne au pied d'Aegon. On l'appellerait désormais le roi qui plia le genou, même si en réalité, il était le 3e et dernier à le faire. Par ce geste de soumission pragmatique, il sauvait son peuple et ses terres du brasier. Le Nord, vaste et indomptable, était rattaché au royaume sans qu'une goutte de sang ne soit versée. Le roi et ses sœurs épouses se rendirent à Villevieille, où le grand septon leur ouvrit les portes. Aegon y fut sacré une seconde fois, loin des 7 huiles sacrées. Ce n'était plus une invasion valyrienne, c'était la naissance d'une nation sous l'œil des dieux. Pour marquer ce nouvel ordre, le conquérant ordonna un acte de création brutal. Il fit rassembler les milliers d'épées collectées sur le champ de feu et dans les ruines d'Harrenhal. Pendant 59 jours, sous le souffle ardent de Balerion, le métal fut fondu, tordu et soudé pour former un siège monstrueux, le trône de fer. Hérissé de pointes et de tranchants, Aegon voulait que ses successeurs n'oublient jamais le coup du pouvoir. Un roi ne doit jamais s'asseoir avec aisance sur son trône. Le triumvat était à son apogée, uni sous le blason du dragon et régnant depuis le trône de fer. Mais une aiguille de sable restait coincée entre leurs orteils, la principauté de Dorne. Le sacre de Villevieille aurait dû marquer la fin de l'histoire, mais une nation ne naît pas seulement d'une couronne, elle naît de ses frontières, et celle du sud saignait. Les dragons repartirent vers le sud, mais comme lorsque Rhaenys était venu 4 années plus tôt, ils n'y croisèrent personne. Aegon commit alors sa première erreur de conquérant. Il crut que le vide valait la soumission. Après avoir nommé Lord Tyrell gouverneur du sud, il repartit laissant son armée seule. Ils disparurent peu à peu, tués chacun leur tour par les vipères cachées dans le sable. C'est dans cette confusion qu'Orys Baratheon fut capturé par Lord Will de Will. La main du roi fut gardée prisonnier dans des conditions brutales pendant 3 années. Lorsqu'il fut finalement racheté, il ne revint pas entier. Lord Will avait tranché la main d'épée d'Orys, rendant à Aegon un champion brisé. Humilié, incapable de tenir une lame, Orys démissionna. Pour le trio, Dorne n'était plus une province à gagner, mais une insulte à venger. Pourtant, au milieu de ce désastre, l'année de la libération d'Orys apporta une lueur d'espoir. En l'an 7, Rhaenys donna naissance au premier héritier d'Aegon, le prince Aenys. Pour la première fois, le sang du dragon s'incarnait dans un enfant né sur le sol de Westeros. Mais la joie fut brève, car si Dorne ne pouvait pas vaincre les dragons dans le ciel, elle décida de frapper le dragon dans son nid. Profitant de la vulnérabilité d'une cour encore en construction, des assassins dorniens s'infiltrèrent à Port-Réal. En l'an 10, le conquérant fut attaqué en pleine rue. Ses gardes furent trop lents, ce fut Visenya qui dut intervenir, dégainant noirceur pour abattre elle-même les assaillants. Face à la négligence de ses hommes, Visenya insista pour qu'Aegon se munisse d'une vraie garde. Aegon pensait toujours être en sécurité avec sa garde habituelle, mais Visenya lui prouva sa vulnérabilité par un geste resté célèbre. Elle dégaina sa lame valyrienne et lui entama la joue avant même que ses protecteurs ne puissent réagir. « Tes gardes sont lents », lui dit-elle. Le conquérant n'insista pas plus. Aegon confia à sa sœur la mission de choisir ses protecteurs. Elle sélectionna 7 chevaliers, les plus loyaux, leur demandant de ne vivre que pour le roi. La garde royale était née, un rempart d'acier blanc pour rendre le monarque intouchable. Mais même ces 7 chevaliers d'élite ne pouvaient rien contre le destin qui attendait le triumvat. Au sud, Dorne n'était toujours pas conquise. Elle était une plaie ouverte qui aspirait les armées du dragon, car dans les veines des Dorniens coulait le sang des Rhoynar. Des siècles plus tôt, leurs ancêtres avaient vu leur cité merveilleuse être réduite en cendres par les seigneurs dragons de l'ancienne Valyria. Ils connaissaient le feu, ils connaissaient l'agonie. Pour eux, Aegon n'était pas un nouveau roi, mais le retour d'un cauchemar millénaire. Cette fois, ils ne fuiraient pas sur 10 000 navires. Cette fois, le désert serait leur bouclier. Toujours en l'an 10, à d'enfer, Rhaenys survola la forteresse sur Meraxes. C'est alors que l'impensable se produisit. Un trait de scorpion géant, une baliste de précision héritée des guerres contre l'Ancien Monde, fendit l'air et transperça l'œil du dragon. Le cri de Meraxes déchira le ciel. Le monstre s'effondra, broyant les tours d'enfer et emportant Rhaenys dans sa chute. Son corps ne fut jamais rendu. La mère de l'héritier venait de s'éteindre dans la poussière.
Pour Aegon et Visenya, une part d'eux-mêmes fut arrachée par le Sud. La mort de Rhaenys ne marqua pas la fin des hostilités, mais le début d'une agonie partagée. Pendant 2 ans, Aegon et Visenya déchaînèrent une tempête de feu sur Dorne, incendiant chaque château, chaque village, chaque oasis. On l'appela la vengeance du dragon, mais plus il brûlait, plus les Dorniens s'enfonçaient dans leurs cavernes refusant de plier. À Port-Réal, l'ambiance était au deuil et à la paranoïa. Aegon restait avec un seul héritier, le prince Aenys, un enfant chétif dont la santé fragile inquiétait le royaume. La cour murmurait, Rhaenys était morte et Visenya était jugée stérile. Certains conseillers pressaient le roi de prendre une nouvelle épouse pour assurer la lignée. Mais en l'an 12, Visenya fit taire les mauvaises langues de la manière la plus tranchante. Elle accoucha de son premier fils, Maegor. Si Aenys était la douceur de Rhaenys, Maegor serait l'acier de Visenya. La dynastie était sauvée, mais déjà, les graines des futures guerres civiles étaient semées entre les deux lignées. Au sud, la paix ne vint ni par l'épée ni par le feu, mais par un morceau de parchemin. En l'an 13, une ambassade dornienne, menée par la princesse Deria Martell, arriva à Port-Réal. Elle apportait le crâne de Meraxès en signe de respect, et une lettre de son père, le prince Nymor, destinée uniquement aux yeux d'Aegon. Ce qui se passa alors reste l'un des plus grands secrets de l'histoire de Westeros. En lisant cette lettre, Aegon devint livide. Ses mains tremblaient et pour la première et unique fois, il se coupa sur le trône de fer. Il brûla le message et s'envola immédiatement sur le dos de Balerion vers Pendragon. Le lendemain, il revint pour signer une paix définitive. Qu'y avait-il dans cette lettre ? Une menace sur la vie d'Aenys? La preuve que Rhaenys avait survécu à sa chute pour être torturé? Nul ne le saura jamais. Mais ce jour-là, le conquérant comprit que même un dragon ne peut brûler un secret. Aegon passa ses dernières années à transformer sa conquête en un pays. Il devint le roi voyageur, parcourant ses terres 6 mois par an pour rendre justice et s'assurer que l'ombre de Balerion restait gravée dans les mémoires. Il supervisa la construction du Donjon Rouge, le cœur de sa nouvelle capitale, Port-Réal. Après la mort de leur sœur, le couple royal se vit beaucoup moins. Aegon s'occupait d'Aenys et l'emmenait dans ses pérégrinations, tandis que Visenya s'occupait de Maegor à Pendragon. Les 2 dernières décennies de règne d'Aegon furent appelées la paix du dragon. En l'an 37, devant la table peinte de Pendragon, alors qu'il racontait ses victoires à ses petits-fils, son cœur lâcha. Le conquérant s'éteignit là où tout avait commencé. Son corps fut brûlé selon les rites de l'ancienne Valyria et ses cendres rejoignirent celles de Rhaenys. Visenya était plus seule que jamais, mais elle avait eu le temps de s'y habituer. Dans le futur, elle deviendrait le témoin amer de la suite. La faiblesse d'Aenys et la montée en puissance de son propre fils, Maegor. Elle allait voir les fils d'Aegon transformer l'héritage de son frère époux en un champ de bataille fratricide. Elle allait regarder le trône de fer, forgé par l'unité du trio, devenir le centre d'une discorde sanglante entre les 2 héritiers du sang du dragon. Pour le royaume, elle était la reine douairière, une ombre redoutable. Mais dans le silence de Pendragon, elle était surtout la gardienne d'un rêve qui commençait déjà à se fissurer. Le dragon avait 3 têtes, mais à la fin, il n'en restait qu'une. Son regard était aussi froid que l'acier valyrien, scrutant un futur où les dragons finiraient par dévorer leurs propres enfants.